Mesdames et messieurs, messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui au nom du général Henri de Medlège, directeur du Musée de l'Armée, dans le Grand Salon des Invalides, à l'occasion de la journée d'études sur le moment coréen de la guerre froide de la France. Et je tiens à remercier les équipes du musée qui se sont mobilisées aux côtés de notre partenaire, la fondation The First Alliance, pour que cette journée puisse se tenir. Qu'il me soit également permis de rendre hommage à Madame l'honorable Carol Brookins, qui fut à l'initiative de cette journée, au cours de laquelle nous allons tenter d'enrichir nos connaissances sur ce conflit encore trop peu connu. Je souhaite aussi remercier les intervenants de cette journée d'études et vous, public, qui, malgré les circonstances compliquées, sont venus aujourd'hui aux Invalides. Alors la guerre de Corée, qui opposa du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 la Corée du Sud, soutenue par les Nations Unies, à la République démocratique de Corée du Nord, soutenue par la Chine et l'Union soviétique, est une guerre qui, en apparence seulement, ne semble pas avoir suscité l'attention du public français, davantage mobilisé par la guerre d'Indochine dans laquelle nos troupes étaient engagées. Guerre fratricide, et d'une certaine façon jamais véritablement terminée, la guerre de Corée témoigne d'un nouveau type d'affrontement entre deux superpuissances à l'âge de l'arme nucléaire. Conflit majeur de la guerre froide, cette guerre influe notamment sur l'Alliance Atlantique, dans le jeu complexe qui lie l'Europe occidentale, les États-Unis et l'Asie. Elle marque en France un moment fort de la relation avec les États-Unis et avec en toile de fond la question indo-chinoise, d'une part, et d'autre part, la question des modalités du réarmement allemand. C'est un sujet complexe, passionnant, et l'étude de ce conflit à travers ses aspects militaires et internationaux, que nous aborderons ce matin, mais aussi politiques et patrimoniaux que nous verrons cet après-midi, nous permettra de porter un nouveau regard sur l'histoire mondiale de la France à travers le fait militaire et guerrier, et ce, dans la perspective de la création de nouveaux parcours de visite au sein du musée de l'Armée. En effet, notre musée, pour ceux qui le connaissent déjà un peu, reste à ce jour, alors je le précise, dans ses salles d'exposition permanentes, presque muet sur l'histoire militaire des 70 dernières années, et ce, alors même que tous les médias, dans l'acception la plus large du terme, que ce soit dans le domaine de l'information, du documentaire ou de la fiction, s'emparent de ce sujet. De fait, nos collections sont très rares et nous veillons désormais, dans le cadre de notre projet scientifique et culturel, de mener une politique d'acquisition active de manière à enrichir ce pan important de nos patrimoines. Les choses sont en train de changer et je suis certaine que les interventions d'aujourd'hui, d'une grande diversité, permettront à chacun d'échanger connaissances, expériences et savoir-faire afin de tracer de nouvelles perspectives. Je passe la parole au général Tramont, chairman associé de la fondation The First Alliance, notre partenaire. Merci Sylvie. Moi-même, je voudrais remercier le musée de l'Armée, son directeur, le général de Medlège, la directrice adjointe, madame la conservatrice générale du patrimoine, Ariane James Sarrazin, le professeur Lagrange et vous-même, de nous accueillir ici. En deux mots, je vais vous dire ce qu'est cette fondation américaine The First Alliance et pourquoi on va parler de Corée aujourd'hui et rendre hommage à madame Brookins. Donc la première alliance, c'est l'idée de cette personne, Madame Brookins, qui est un haut fonctionnaire américain. Elle a été administrateur de la Banque mondiale. Elle a été chef d'entreprise à Wall Street dans le domaine de la finance. Et au soir de sa vie, elle a pensé que ses ressources, qui étaient importantes, pouvaient être mises au service d'une cause. La cause, c'est l'amitié franco-américaine, donc un angle complètement bilatéral, et le domaine militaire. Alors moi-même qui étais sur les fonds baptismaux, je lui ai dit « mais Carole, il faut ouvrir notre champ d'action, il faut que ce soit stratégique, il faut que ce soit plus large ». Non, militaire, elle adorait les militaires. Comme administrateur de la Banque mondiale, elle avait été en mission en Irak, elle avait été au Tchad pour des plans de reconstruction, et elle avait dit « les militaires, rien que les militaires ». Donc, elle était très inspirée par les valeurs militaires. Elle était de formation historien, francophone, et elle admirait particulièrement Eisenhower et l'amitié spéciale qu'il avait avec le général de Gaulle. Et une des premières actions qu'on a lancées,
totalement financé par cette fondation, en coopération avec le musée de l'armée, la fondation Charles de Gaulle et la Eisenhower Presidential Library du Kansas, c'est-à-dire les archives nationales américaines. On a fait une exposition sur l'amitié Eisenhower-de Gaulle qui a été présentée ici avec 40 000 visiteurs dans le corridor en dessous et qui a été présentée à Bayeux, présentée à Colombey-les-Deux-Églises, aux États-Unis, sur le porte-avions Eisenhower, sur le porte-avions Charles de Gaulle, et qui est une exposition itinérante. Actuellement, elle est chez les Saint-Cyriens. En général, vous avez commandé Saint-Cyr. Au musée du souvenir de Saint-Cyr, il y a l'exposition Eisenhower de Gaulle. Tout ça pour dire que ce projet, donc, il a comme clé de voûte une mission, c'est contribuer au lien entre les États-Unis et la France dans le domaine militaire, avec 2 colonnes, 2 piliers qui sont les commémorations. Cette personne était historien, et la préparation de l'avenir. Elle avait une mentalité de mentor, elle aimait bien les jeunes, elle poussait ça. Et donc l'économie générale de notre fondation, c'est d'appliquer nos fonds sur des commémorations, avec l'œil historien de cette Madame Brookins, je vous dirais, elle avait déjà son programme pour 5-6 ans, et les programmes éducatifs, comme ils disent en américain, c'est-à-dire aider les académies militaires américaines et françaises, aider les écoles de guerre, pour que les officiers se voient et qu'il y ait vraiment une symbiose qui existe de fait sur les théâtres d'opération et qui soit fait, a priori, dès les écoles ou pendant la formation. Alors, sur le programme historique, ah oui, j'ajoute que Carol Brookins disait il faut absolument que l'histoire ne soit pas l'histoire pour l'histoire, mais l'histoire pour édifier l'avenir, ce qui est évident, vous avez la même préoccupation. Donc l'année dernière, on a fait c'est une jeune fondation, hein, pour mémoire, elle a été créée, ça ne s'invente pas, le 18 juin 2018, donc il y a 2 ans et demi. C'est le hasard de l'administration, mais 18 juin. Et donc on a fait 2 années pleines d'activités avec une trentaine d'actions. Et la première grosse action, c'était le colloque qu'on a fait ici il y a 1 an sur la libération de Paris, et qu'on a démultiplié à Washington. On a fait également, en général vous étiez là, une grande célébration à Washington. Pour les 75 ans de la libération de Paris, un chiffre rond. Cette année, la guerre de Corée, c'est elle qui l'avait voulu. Chiffre rond, 1950, début de la guerre de Corée, 2020. Au programme, et si le conseil d'administration de la Fondation le vote, on va faire une commémoration de la première guerre du Golfe en 91 l'année prochaine. Donc là, du point de vue historique, c'est plus frais, on aura plus de témoins, et ce sera plus intéressant peut-être, plus riche. L'année suivante, elle voulait qu'on travaille, et on le fera, sur les guerres balkaniques, 92, le début de l'explosion de la Yougoslavie et l'engagement des forces occidentales, françaises, etc. En 2003, le triste anniversaire des attentats de Beyrouth, avec le même jour, en octobre, une 50aine de parachutistes français, 200 Marines, un dimanche matin à 7h du matin. Bon, ça c'est le prétexte, en fait, on va parler du Moyen-Orient et de l'implication française-américaine dans cette région. Voilà, etc., etc. Elle avait tout un plan. Donc, pour conclure, je lui rends hommage aujourd'hui, parce que, hélas, elle est morte du Covid en mois de mars. Elle est morte à la tâche, puisqu'elle l'a contracté ici pendant des réunions. Elle est morte aux États-Unis. Et avec le musée de l'armée, on a choisi cette photo emblématique du président Eisenhower, passant en revue le bataillon de Corée, pour bien donner l'axe de ce thème, c'est-à-dire l'amitié militaire franco-américaine, et a fortiori Eisenhower. Et pour donner un peu de chair à ce propos, dans notre conseil d'administration, nous avons des militaires de haut rang, des 3 armées, des amiraux, généraux. On vient de recruter le commandant des Marines, qui vient de prendre sa retraite, le général Bob Neller. Et surtout, on a Susan Eisenhower, qui est présidente de l'Institut Eisenhower, qui est la petite fille de Ike. Voilà, bon colloque. Et maintenant, je vais passer la parole donc, au président Baudouin, Patrick Baudouin, qui est le président de l'association du bataillon de Corée, de l'ONU, et qui a été très actif aussi dans cette préparation. À vous, monsieur le président. Merci, mon général. Eh bien, Madame la directrice, Monsieur le vice-président donc, de la First Alliance, Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et reconnaissance que je m'adresse à vous en tant que président de l'Association nationale des anciens des forces françaises de l'ONU en Corée, et en leur nom, pour évoquer l'épopée de cette unité militaire au destin prestigieux, mais hélas trop souvent oublié. L'association a été créée par le général Monclar en 1954 pour perpétuer l'état d'esprit de cette singulière et exemplaire unité. Elle est naturellement engagée dans la solidarité envers les derniers acteurs de cette épopée militaire et soucieuse essentiellement et surtout de conserver sa mémoire et son histoire.
J'en ai reçu la présidence en 2004, alors député-maire de Saint-Mandé, rapporteur de la mission Anciens combattants, questions mémoriales et liens armée-nation à l'Assemblée nationale pendant près de 10 ans. Succédant en 1995 à Robert-André Vivien, ancien de la première DFL et ancien du bataillon de Corée, blessé à crève-cœur, les vétérans du bataillon ont eu l'extrême courtoisie de me demander d'être volontaire d'office pour prendre cette présidence. Peut-on dire non lorsque dans votre bureau, vous vous trouvez face au colonel François de Castres, au général Claude Tinguy, au général Maurice Barthélemy, au commandant Louis Missery ou au caporal-chef et président Charles de Guine et bien d'autres figures légendaires du bataillon ou de notre histoire militaire. J'ai d'autant plus accepté que m'a rejoint dans cette nouvelle et belle aventure Roger Quintard, fils d'un ancien du bataillon. Roger est le secrétaire général de l'association et pour reprendre une célèbre formule, il fait tout et je fais le reste. Honneur donc de participer à ce colloque initié en cette 70e année du début de la guerre de Corée par le Musée des Armées et la First Alliance. J'exprime à tous deux notre profonde gratitude pour son organisation. Cette rencontre de haut niveau permet ainsi d'évoquer une période particulière de l'histoire contemporaine à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec le début de la guerre froide, la place de la France dans ce nouveau et atypique environnement mondial, la participation française à la guerre de Corée avec la présence du bataillon français et les conséquences qui en ont découlé, telles par exemple la profonde relation bilatérale entre notre pays et la République de Corée. Le président du groupe d'amitié France-Corée que j'ai été à l'Assemblée nationale pendant 6 ans peut en témoigner. Honneur, car il s'agit là de la matrice même de notre association telle que nous la dirigeons, de ce combat permanent en 2 directions. La première, la mémoire du bataillon, de ses soldats, de ses exploits, de sa vie en Corée, la fraternité entre ses membres, de sa relation avec les Alliés, en premier lieu les Coréens et les Américains. Le deuxième, le maintien du puissant et durable sentiment d'amitié et de fraternité qui s'est créé par le combat côte à côte des Coréens et des Français pour la liberté. Les liens économiques, diplomatiques, culturels, scientifiques, universitaires qui se sont tissés depuis 70 ans entre la France et la Corée doivent beaucoup aux relations multiples et permanentes, toujours vivantes, nées de ce tragique conflit. En un mot, l'avenir. L'avenir, c'est la vie. Nos anciens sont donc fiers de savoir que leur engagement, leur souffrance, leur sacrifice ont permis à la Corée de rester libre, de se relever et de devenir la 10e puissance du monde, économique du monde. En ce sens, la participation française à la guerre de Corée est le symbole éclatant de la volonté de la France d'être partout présente là où la liberté d'un peuple est menacée, hier comme aujourd'hui. Reconnaissance, car ce colloque est une nouvelle occasion de sortir de l'oubli la guerre de Corée et ainsi de permettre de rappeler l'engagement, les combats, les souffrances, les sacrifices de ces soldats volontaires dans ce conflit bien lointain et à travers ces mots, le caractère et la valeur du soldat français. Bravoure, savoir-faire, adaptation aux différentes situations et au terrain, cohésion, sens de l'ordre, partage des compétences, loyauté, dépassement de soi, du cœur et de l'esprit, valeur du soldat d'hier, valeur du soldat d'aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Un rapide rappel, d'autres le feront mieux que moi tout le long de cette journée. Répondant présente à la résolution 84, votée le 7 juillet 1950 à l'ONU, la France décide de s'engager dans ce conflit intercoréen né le 25 juin 1950 par l'attaque du Nord sur le Sud. Il y sera aux côtés de 16 autres pays qui enverront des troupes navales, terrestres et aériennes, et 5 autres de soutien, en particulier des navires hôpitaux. La France envoie tout d'abord une unité navale, l'Aviso de la Grandière, et un bataillon terrestre. Ce dernier, fort de 1021 hommes, sera affecté au 23e régiment US de la 2e division US, la Sogontunen, dont la devise est donc Sogontunen. C'est un élément important sur lequel je m'arrête un instant. En effet, cette division a été créée en 1917 à Bourmont, en Haute-Marne, lors de la Première Guerre mondiale, puis a débarqué le 7 juin 1944 à Omaha Beach, d'où une fraternité d'armes qui sera très forte une fois les Français engagés et ayant prouvé leur pleine valeur dès les premiers combats. L'envoi total sera de 3421 volontaires entre novembre 1950 et juillet 1953. Organisé à Hauvours, débarqué à Pusan le 30 novembre 1950, entièrement équipé à Taïgu par l'US Army, cantonné à Suwon, le bataillon est engagé dans le terrible hiver 50-51 pour la première fois à Wonju, avec sa fameuse et anachronique charge à la baïonnette. La guerre de cette première partie de l'année 51 est dite de mouvement, et le bataillon participe à de très nombreux combats successifs. Twin Tunnels, Shipyong-ni, Côte 1037, Puchai-Toul, Inje, avec les massacres de mai.
Puis la remontée vers le 38e parallèle, le Punch Bowl. En septembre 51, c'est la célèbre bataille de Crèvecoeur, Heartbreak Ridge. En 1952 et 1953 se déroulèrent des combats tout aussi intenses de la deuxième partie de la guerre, dite de position. Il s'agit de fixer et d'empêcher l'armée chinoise de percer à nouveau et de reprendre Séoul. Bataille du triangle de fer, du T-Bone, d'Arrowhead, du Songkok et de Chuganson. 268 volontaires français ont été tués au combat et sont morts pour la France. Le bataillon français a eu le plus de morts parmi toutes les unités, toutes proportions gardées, 7,8% des effectifs. Et 24 soldats coréens, les ROC, tués aussi au combat et qui sont morts au service de la France. En effet, il faut savoir que la France est le seul pays allié à avoir intégré les Coréens dans une unité de combat encadrée par des sous-officiers, officiers français, toujours le bel esprit de l'amalgame. La section des pionniers a été anéantie par 2 fois à Puchaytoul en mai 1951 et à Arrowhead en octobre 1952. 1008 volontaires ont été blessés et nous comptons 8 disparus. 12 soldats furent faits prisonniers par les Nord-Coréens ou les Chinois. Le bataillon français est titulaire entre autres de 4 citations à l'ordre de l'armée française, 3 citations présidentielles américaines et 2 citations présidentielles coréennes et plus de 2000 citations individuelles. J'aurais bien entendu beaucoup à dire, à évoquer, à raconter pour faire comprendre ce qu'a été la réalité de ce bataillon constitué à la hâte, ne serait-ce que de parler de sa cohésion. L'unité n'existait pas 3 mois avant son engagement, constituée d'éléments hétéroclites et surtout de forte individualité et peu d'entraînement collectif. Ou les conditions exécrables de cette guerre, guerre de python, température de froid pouvant descendre jusqu'à moins 30 ou moins 40 degrés, en particulier la première année, python et roues recouvertes de glace, vent violent, infrastructures inexistantes ou détruites, moussons, murs d'artillerie, attaques de nuit, masse chinoise, fanatisme, corps à corps. Je ne prendrai que ce jugement du commandant du bataillon français, l'illustre général Monclar. Il a troqué ses 4 étoiles de général de corps d'armée contre les 5 galons panachés du lieutenant-colonel, ancien héros de la Première Guerre mondiale et vainqueur à Narvik au printemps 40. Monclar a donc dit après la bataille de Crèvecoeur, « Ceux qui ont fait la guerre de Corée ont fait Verdun ». Après l'armistice de juillet 1953, le bataillon est parti en Indochine, puis en Algérie, où il a écrit avec le même état d'esprit et de courage d'autres belles pages de sa glorieuse histoire. Cette histoire avec un grand H, notre association tente de la porter, de la rappeler et de faciliter toute initiative qui chasse les poussières du temps. Ainsi, avons-nous créé un chemin de la mémoire en Corée, là où le bataillon s'est battu sur les pythons coréens. Des monuments de granit exhortent le passant à se souvenir des combats où Français, Coréens, Américains, côte à côte, ont repoussé et vaincu l'ennemi, l'empêchant d'envahir la République de Corée et y installer la dictature. Nous avons facilité l'édition et la réalisation de livres, de reportages, de films ou d'expositions sur le bataillon français en Corée. Nous avons encouragé et aidé nombre de volontaires encore en vie, soit à écrire leurs souvenirs, soit à les enregistrer en vidéo pour les historiens, les chercheurs et les universitaires. Mais notre plus beau combat est celui que nous venons de remporter. En effet, mesdames et messieurs, il n'existe pas en France de monument officiel rendant hommage au bataillon et surtout à ses 268 morts pour la France. 70 ans après, il n'existe rien. Le seul monument existant est un monument privé, financé par les membres de l'association et l'ambassade de Corée. 70 ans après le début de la guerre, enfin, un mur de nom va être édifié autour du monument sus-indiqué, grâce à une décision du président de la République en 2019. Il devrait être inauguré ce mois-ci par Mme Darrieussecq, ministre déléguée aux anciens combattants et de la mémoire, mais le Covid en a décidé autrement. Au nom des anciens du bataillon français en Corée et de leurs familles, de leurs descendants, j'exprime très sincèrement au président de la République toute notre reconnaissance et toute notre gratitude pour ce noble geste qui répare une injustice mémoriale, incompréhensible mais réelle, de 70 ans. Les soldats d'hier, ceux de la première véritable OPEX, ne méritaient-ils pas eux aussi un hommage de la nation comme leur futur et noble héritier, nos soldats d'aujourd'hui, ceux du Liban, du Tchad, du Golfe, de Côte d'Ivoire, d'Afghanistan, du Sahel. Madame la directrice, mesdames et messieurs, mon général, ce colloque fait partie des signes de reconnaissance. Soyez-en très sincèrement et très chaleureusement remerciés. Je souhaite à vos travaux un très vif succès.